Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Je vous rejoins aujourd'hui pour vous parler des livres que j'ai préférés cette année. En 2024, j'ai lu environ 67 livres. En tout cas, j'en ai compté, moi, 67. Parmi ces 67 livres, tous n'ont pas été de bons livres, c'est évident. En revanche, il y en a un peu plus d'une dizaine qui ont été vraiment des livres très intéressants et que je vais te recommander dans cette vidéo. Donc voilà, tout le but de cette vidéo, c'est simplement de te livrer la quintessence des livres qui m'ont plu cette année. Il y a des romans qui m'ont happé dès la première page, il y a des essais qui m'ont fait réfléchir sur des sujets auxquels je n'avais jamais réfléchi et qui ont du coup changé ma vision des choses sur le domaine sur lequel le livre officie. Et c'est de tout cela dont je vais vous parler dans cette vidéo. Allez, on est parti, trêve de bavardage. Le premier livre est un livre de José Rodriguez dos Santos. Je vous ai fait une présentation complète du livre et même une interview de l'auteur. Je vous mets les liens en description. Il s'agit de Spinoza, l'homme qui a tué Dieu, aux éditions Hervé Chopin, que je remercie d'ailleurs pour l'envoi du livre, et écrit par José Rodriguez dos Santos, qui est un auteur que j'aime beaucoup, que je vous présente régulièrement sur la chaîne. Et cette fois, un des auteurs que je préfère, c'est-à-dire J.R. dos Santos, parle d'un des auteurs au niveau philosophique que je préfère également, Spinoza. Donc il était impossible que je passe à côté du livre. L'homme qui a tué Dieu de Spinoza est vraiment un livre qui présente et qui vulgarise la pensée de Spinoza d'une manière extrêmement simple, sans être simpliste, qui restitue la complexité et la nuance de la pensée de Spinoza d'une manière pas si compliqué que ça, et c'est là en fait tout le talent de José Rodriguez dos Santos, c'est qu'il est capable, par son esprit d'analyse et par sa capacité en fait à résumer les choses, il est capable de résumer et de nous parler de la pensée complexe de Spinoza d'une manière extrêmement simple, sans jamais en réduire en fait la portée. C'est ça que j'aime beaucoup. Et puis dans ce livre également, qui est un roman, même s'il est basé sur des faits réels et sur tout ce qu'on sait de réel sur Spinoza, ce roman nous parle de la vie de Spinoza et nous explique qui était véritablement Spinoza. Très souvent, on nous parle d'un Spinoza qui aurait été quelqu'un de solitaire, qui aurait été un philosophe dans sa chambre, tout seul, replié sur lui-même. On voit dans ce livre que ça n'est pas du tout le cas, que Spinoza avait une vie riche, une vie sociale riche, une vie intellectuelle riche et même des échanges riches avec des intellectuels importants en Europe. Et c'est tout ce que nous restitue ce livre. Je trouve que c'est un livre indispensable avant d'aller à l'œuvre de Spinoza, quand on ne connaît pas encore l'œuvre de Spinoza. Et si on connaît déjà l'œuvre de Spinoza, ça reste un livre qui est très intéressant à lire parce que, encore une fois, il permet... Alors, si vous avez déjà lu l'œuvre de Spinoza et que vous l'avez compris, ça vulgarisera pas l'œuvre de Spinoza dans votre esprit, mais en tout cas, ça synthétisera les idées forces, les idées importantes de Spinoza dans votre esprit. Et rien que pour ça, je trouve que c'est très intéressant. Et en plus de ça, c'est magnifiquement écrit. On s'ennuie pas tout le long du livre. Ça, c'est aussi un des grands talents de José Rodriguez dos Santos, c'est de faire en sorte, quand il écrit un livre, qu'on n'arrive pas à le lâcher, on n'arrive pas à le laisser tomber. Donc voilà, un livre que je te conseille, un roman que je te conseille, aux éditions Hervé Chopin, ça s'appelle Spinoza, l'homme qui a tué Dieu. Je vais te lire une petite citation juste après pour que tu te rendes compte un petit peu sur quel genre de livre on est. Voilà. Descartes a établi le principe, déjà implicite chez Bacon, que nous devons déterminer quels sont les faits indubitables. Pour ce faire, nous devons utiliser comme méthode le doute, ce qui nous permettra d'identifier nos idées fausses et de nous en débarrasser. Toutes les opinions antérieures doivent être soumises au scepticisme le plus radical. Seules celles qui passent sous ce crible peuvent être considérées comme indubitablement vraies. Lorsque les faits réels sont enfin établis de manière incontestable, il faut passer à l'étape suivante, utiliser la méthode déductive pour en tirer les conséquences logiques. Descartes a ainsi prouvé qu'il est possible que notre connaissance du monde soit fondée sur des certitudes, mais que pour cela, nous devons utiliser ces deux méthodes. D'abord celle du doute, puis celle de la déduction logique. Alors le livre suivant est un essai, c'est un essai également d'un de mes auteurs préférés, il s'agit de Amin Maalouf, et le livre s'appelle Le labyrinthe des égarés. Alors c'est un livre très intéressant parce que, c'est un essai, et c'est un essai en fait qui va nous présenter d'une manière dynamique l'historicité de 4 grandes civilisations. La civilisation occidentale, la civilisation
japonaise, la civilisation chinoise et la civilisation russe. Et en quoi c'est pertinent et intéressant ce livre ? Eh bien, c'est que ça nous permet de voir comment, en fait, ces 4 grandes civilisations qui aujourd'hui se font face, eh bien, comment, au niveau historique, elles se sont déjà fait face, comment, finalement, elles se sont rencontrées, comment se sont nouées ou cristallisées les relations entre ces civilisations. Et ça nous permet aujourd'hui, eh bien, par exemple, de comprendre la guerre en Ukraine, ce qu'il s'y passe, de comprendre la géopolitique du monde actuel et de comprendre quels sont les rapports de force et quels sont les historiques des civilisations les unes par rapport aux autres. C'est très complet, c'est magnifiquement écrit, c'est plein de sagesse, c'est plein de nuances, comme à chaque fois avec Amin Maalouf. Amin Maalouf, c'est quelqu'un qui fait partie de l'Académie française et qui sait écrire, qui a une plume qui est vraiment magnifique. À chaque fois, on prend en même temps plein d'enseignements, mais écrit d'une façon qui laisse des traces en vous. C'est un livre qui continue à travailler en vous, même quand vous l'avez posé depuis des mois. Vraiment un livre que je vous conseille à tous, un livre qu'il faut impérativement lire. De toute façon, comme quasi tous les livres d'Amin Maalouf, je vous en ai présenté beaucoup sur la chaîne. Je vous mettrai les liens en description, y compris les liens vers ce livre-là que je vous ai également présenté d'une manière un peu plus particulière parce que c'est un livre, me semble-t-il, majeur. En tout cas, c'est un des livres qui m'a fait changer de vision sur certaines choses au niveau de la géopolitique mondiale et au niveau aussi des prospectives, c'est-à-dire des aspirations que nous devons avoir dans le futur pour les interactions futures entre civilisations. Voilà, je pense que le formuler comme ça, c'est ce qu'il y a de plus fidèle au livre et de plus fidèle aux ambitions qu'avait, à mon sens, Amin Maalouf en écrivant ce livre. En tout cas, un livre que je vous conseille chaudement. Le livre suivant est un livre de Noémie Alioua, ça s'appelle « La terreur jusque sous nos draps ». L'amour en danger. Et en fait, dans cet essai, eh bien, Noémie Alioua, en fait, essaye de nous montrer qu'il y a des féministes qui aujourd'hui ont envie de politiser l'intimité, de politiser les rapports entre les hommes et les femmes, y compris dans leur intimité même. Et elle nous montre les dérives, en fait, que, eh bien, il peut y avoir à vouloir politiser l'intimité des gens. Vous savez, comme Sandrine Rousseau qui nous dit que, eh bien voilà, il faudrait peut-être créer un délit pour ceux qui, finalement, pour les hommes qui ne s'occupent pas du lave-vaisselle ou savoir un petit peu où en est le consentement entre les couples quand ils sont dans l'intimité de leur lit. Voilà, toutes ces choses-là vont être démontées, analysées, critiquées par Noémie Alioua. Encore une fois, je vous mets un lien en description qui va finalement vous présenter le livre d'une manière beaucoup plus complète, mais c'est un livre très intéressant sur un sujet sur lequel je ne réfléchis pas des masses, et donc du coup, ça a été très intéressant et très productif pour moi, cette réflexion avec ce livre. Donc c'est un livre que je vous conseille également et qui a été pour moi un des meilleurs livres de l'année. Pour les pourfendeuses de l'amour, il n'y a pas de lieu qui mérite d'être protégé des guerres politiques, pas de terrain qui mérite d'être sanctuarisé. Le moindre battement de cœur est un objet de lutte collective et la moindre aspérité individuelle devient suspecte. Montre-moi comment tu vis, avec qui, tes factures et ta progéniture, et je te dirai ce que vaut ton programme, écrivait Régis Debray pour critiquer l'idéologie de la transparence. Dis-moi qui tu aimes et comment tu couches, et je te dirai si ton amour est politiquement correct, pourrait-on paraphraser. Faites attention, si, en tant que femme, vous aimez les hommes virils, on vous expliquera que vous avez érotisé la violence symbolique, que votre désir n'est que le signe d'un apprentissage réussi, inconscient, du très méchant patriarcat. Attention, si, en tant qu'homme, vous aimez les femmes puissantes, on trouvera tous les moyens de vous prouver le contraire, de vous montrer que vous demeurez, malgré vos ressentis, un bourreau aux aspirations tyranniques, surtout si vous faites pipi debout. Attention, si vous portez en vous un goût puissant pour l'altérité sexuelle, vous serez soupçonné d'être sadique ou masochiste selon votre sexe. C'est au nom de cet idéal de justice et d'égalité que sévit, avec de moins en moins de complexes, une brigade de juges du cœur qui passe au peigne fin les relations amoureuses pour sanctionner les fantasmes et les comportements peu glorieux. Le livre suivant est un tout petit livre de Uriel d'Acosta, « Récit véridique de ma vie ». Et c'est aux éditions Louise Bottu, que je remercie pour l'envoi d'ailleurs, parce que j'ignorais l'existence de cet ouvrage. Et en fait, Uriel d'Acosta, eh bien finalement, c'est quelqu'un qui a vécu dans la même communauté marane à Amsterdam que Spinoza, sauf que Uriel d'Acosta est
un peu plus vieux que Spinoza, c'est une génération avant, même s'ils se sont croisés. Et finalement, Spinoza s'est peut-être appuyé sur ce qui est arrivé à Uriel d'Acosta. Uriel d'Acosta est quelqu'un qui a subi un RM, qui a subi une excommunication, comme ça a été le cas pour Spinoza. Sauf que Uriel d'Acosta, on lui a demandé, parce que il ne pouvait plus voir sa famille, il ne pouvait plus voir personne, Uriel d'Acosta a demandé à réintégrer finalement la communauté juive, et on lui a dit que pour cela, eh bien, il y avait des conditions. On devait le fouetter dans la synagogue, il devait subir des humiliations, expliquer eh bien, qu'il avait eu tort de défier les lois rabbiniques, les lois du judaïsme, parce que finalement, Uriel d'Acosta, c'est quelqu'un qui contestait le fait qu'il y a un paradis, qui contestait l'immortalité de l'âme, qui contestait bien des enseignements judaïques, et il a dû se rétracter, et finalement, ça s'est mal terminé pour lui. Et je vous laisserai découvrir pourquoi dans ce livre-là. De toute façon, là aussi, je vous mets un lien en description parce que je vous ai présenté le livre d'une manière beaucoup plus détaillée, parce que Uriel d'Acosta est finalement un précurseur de Spinoza. Et Spinoza a pu s'appuyer sur l'expérience et sur les écrits de Uriel d'Acosta pour développer lui-même sa propre pensée. On n'en a pas de preuves, mais c'est fort probable. Encore une fois, ils vivaient dans la même communauté, ils se sont croisés. C'est quasi certain qu'ils se sont croisés. En tout cas, s'ils ne se sont pas croisés, il n'est pas possible que Spinoza n'ait pas écouté parler de Uriel d'Acosta. Et il n'est pas impossible que la fin dramatique de la vie de Uriel d'Acosta ait servi de déclencheur dans l'esprit du jeune Spinoza pour la critique de la religion juive. Voilà. Donc un livre qu'il faut impérativement lire. C'est un tout petit livre, ça se lit en une après-midi, mais c'est plein d'enseignements au niveau de la critique des croyances, des religions. C'est vraiment très très riche. Devant la foule, les gens malhonnêtes disent à l'homme honnête: « Toi, le solitaire, tu dois nous céder, à nous, le nombre. » Oui, mes amis, c'est certainement très utile pour ne pas être déchiré par la multitude de lui céder quand on est seul. Mais une chose utile n'est pas forcément belle. Et certainement il n'est pas beau de battre en retraite avec la honte et de laisser les trophées aux armées de la violence et de l'injustice. Avouez donc que c'est une vertu digne de louange de résister au fat, tant que c'est possible, afin que ces malfaisants, tirant leur bien de la malice, n'élèvent leur arrogance chaque jour plus haut. En vérité, c'est beau et cela sied à un homme noble et droit d'être faible avec les faibles et brebis avec les brebis. Mais c'est pure folie, digne de répréhension et de honte, que de s'habiller de la douceur de la brebis si on combat les loups. Si on considère comme une très belle chose de faire la guerre pour la patrie jusqu'à la mort parce que la patrie est nôtre, n'est-ce pas aussi beau de la faire pour notre honneur qui est dans notre chair et sans lequel nous ne saurions bien vivre, à moins de nous vautrer, comme les porcs les plus immondes, dans la fange de la tranquillité. Le livre suivant est un livre qui est un petit peu plus ancien, qui est en 2 temps, en 2 tomes, en 2 volumes. C'est La Fabrique du crétin de Jean-Paul Brigelli. La Fabrique du crétin, donc ce sont 2 temps, 2 livres qui sont sortis à 2 moments différents. Ce sont 2 essais qui nous expliquent comment on en arrive à une France qui finalement avait un des meilleurs systèmes au monde, un des meilleurs systèmes scolaires au monde, un des meilleurs systèmes d'instruction des élèves au monde, à un système scolaire qui aujourd'hui, à une éducation nationale, est en train de s'effondrer, mais de partout. Et finalement, Jean-Paul Brigelli nous explique dans ce livre que finalement, c'est peut-être pas un accident ce qui s'est passé, c'est peut-être pas quelque chose qui est arrivé comme ça, d'une manière anodine, on n'a pas fait exprès finalement, ça s'est effondré parce qu'on n'y a pas fait attention. Il y a peut-être des raisons, il y a peut-être aussi des volontés qui ont fait que. J'ai interviewé 2 fois l'auteur, je vous mettrai les liens vers ces interviews en description. J'ai présenté aussi La Fabrique du crétin dans une vidéo dédiée, pareil, vous aurez le lien en description. C'est extrêmement riche, extrêmement intéressant, et là aussi je vous mets une citation pour que vous puissiez savoir à quoi vous vous attendez. C'est très très bien écrit, c'est très très bien expliqué, c'est un essai vraiment passionnant, un essai critique sur l'effondrement de l'éducation nationale. C'est un livre qu'il faut impérativement avoir lu pour comprendre aujourd'hui cet effondrement de l'éducation nationale en France. Un tyran de Sicile avait projeté d'interdire le mot démocratie, pensant que si l'on interdisait l'expression de la chose elle-même pourrait bien disparaître.
Les didacticiens contemporains s'accommoderaient assez d'une langue réduite à 800 mots, comme le Basic English que l'Angleterre apprenait à ses serviteurs indigènes du temps de l'Empire. Même souci, même punition. Il s'agit aujourd'hui de former les manœuvres de l'Europe future, et 800 mots sont bien suffisants pour obéir et se taire. Le livre suivant est encore un livre de Jean-Paul Brigelli, c'est encore un essai, et cet essai il s'appelle L'école sous emprise. Et dans cet essai, eh bien, on est dans la continuité de la fabrique du crétin, mais là, dans l'école sous emprise, eh bien, on nous explique comment l'islamisme, dans une école qui était déjà en décrépitude, comment l'islamisme, eh bien, finalement, s'est incrusté dans les écoles et dans les universités de la République, comment il s'y déploie, comment il impose ses règles et comment aujourd'hui, eh bien, on a des professeurs comme, paix à son âme, le professeur Samuel Paty ou Dominique Bernard, comment, eh bien, est-ce qu'on a des professeurs qui sont contestés, voire égorgés par des islamistes. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est pas des choses qui arrivent comme ça du jour au lendemain. Il y a une mainmise idéologique des islamistes sur l'école. Il y a aussi des pressions. Il y a aussi des rapports de force entre l'école de la République, entre la République et l'islamisme. Et tout ça nous est détaillé d'une manière idéologique et factuelle dans le livre de Jean-Paul Brigelli. J'ai fait une interview dédiée à ce livre de Jean-Paul Brigelli. Je vous mets aussi le lien en description. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. En tout cas, le livre, je vous le recommande chaudement. Un très très bon livre. Les enseignants qui respectent les croyances et le fanatisme de leurs élèves sont responsables de ces têtes creuses dans lesquelles les imams, qui n'en demandaient pas tant, glissent des certitudes absurdes et létales. Refuser d'enseigner la République, voire l'apprentissage caricatural qu'est actuellement l'étude du français en primaire et dans le secondaire, c'est offrir aux porteurs de contes absurdes une voie royale. La nature a horreur du vide que certains laissent dans les caboches des enfants et des adolescents. Quand l'enseignant ne fait plus son boulot, l'imam le remplace. Les vrais enseignants, comme Samuel Paty et Dominique Bernard, sont désormais minoritaires. Je ne vois pas d'autre raison aux atermoiements de mes collègues pour baptiser du nom du martyr de la République le collège Conflans-Sainte-Honorine où il exerçait. La crainte de représailles fut plus forte que l'indignation. Le livre suivant, et ce sera le dernier, on parle encore de l'école. Cette fois, c'est Lisa Kamen-Hirsig, qui est professeure des écoles. Et cette personne nous livre un livre qui s'appelle « La Grande Garderie ». Et là, pareil, on est dans une critique, alors qui est différente de celle de Jean-Paul Brigelli, mais une critique de l'éducation nationale et du fait que finalement, eh bien, l'école est devenue une grande garderie et que les parents ne s'occupent plus beaucoup, en fait, de ce que font leurs enfants à l'école et que du coup, eh bien, l'école en profite pour faire un petit peu ce qu'elle veut et en faire peut-être un petit peu n'importe quoi de l'esprit de vos enfants en les baignant dans l'écologisme, dans le néo-féminisme, peut-être également dans le transgenrisme ou dans des éducations informatiques dépassées qui ne leur servent pas beaucoup, qui idéologisent et font peur à vos enfants, mais qui finalement, eh bien, l'éducation nationale, finalement, elle n'a plus le temps de véritablement former l'esprit de vos enfants à devenir des citoyens autonomes, capables de former eux-mêmes une pensée, capables de savoir lire, écrire, compter d'une manière rigoureuse. Et c'est tout cela que nous raconte Lisa Kamen-Hirsig dans ce livre. Pareil, j'ai fait une interview de l'auteur, je vous mets le lien en description. J'ai également fait une chronique dédiée à ce livre que je trouve vraiment un livre majeur cette année sur l'éducation nationale avec ceux de Jean-Paul Brigelli et je vous mets tous ces liens en description. Allez voir, c'est très intéressant et surtout, eh bien, allez lire les livres parce que, eh bien, encore une fois, même ce que je fais en vidéo ne remplacera jamais la lecture sérieuse d'un livre et la temporalité ralentie que permet le livre pour comprendre les choses d'une manière approfondie. Les élèves aiment l'histoire qu'on leur raconte. Ces guerres, ces trahisons, ces passions. Ils s'émeuvent, rient, imaginent et voyagent. Il faut voir les expressions se dessiner sur leur visage lorsqu'on évoque la Fronde. Il faut les observer si attentifs à la lecture de Kessel ou de Saint-Simon, avides de mots compliqués, de second degré et de métaphores. Ils aiment qu'on leur transmette ce patrimoine. C'est un acte de respect et d'amour. De quel droit les ministres successifs et leurs valets ont-ils appauvri les programmes au point d'en extirper toutes les beautés? Quel maoïsme les possède au point de refuser à leurs propres enfants la grande culture
et la connaissance. Ah non, j'oubliais. Au fait de leurs propres méfaits, ils scolarisent leurs enfants, comme notre ministre actuel, dans des écoles privées où l'exigence est encore de mise. Le livre suivant est un livre de Yuval Noah Harari, c'est Nexus. Donc Nexus, c'est un livre en fait qui va nous parler des réseaux d'information de l'âge de pierre jusqu'à aujourd'hui l'intelligence artificielle, l'avènement de l'intelligence artificielle. Et en fait, Yuval Noah Harari va nous montrer dans ce livre pourquoi l'intelligence artificielle va révolutionner le monde. Ça, on le sait à peu près tous, hein. Le monde va changer grâce à l'intelligence artificielle, mais il va nous alerter sur les points de danger en fait autour de l'intelligence artificielle. Et là, pareil, j'ai fait 2 vidéos dédiées de ce livre-là avec les points centraux du livre. Je te mets les liens en description et puis je vais te lire une citation également parce que, c'est un livre qui est vraiment bien écrit, encore une fois. Alors, on connaît les livres de Yuval Noah Harari, hein. Souvent, c'est quelqu'un qui simplifie beaucoup les choses, mais il a toujours quand même des réflexions philosophiques intéressantes sur sur des sujets particuliers, en l'occurrence là, l'intelligence artificielle. Et il a toujours un angle un petit peu décalé, un angle un petit peu que personne n'a adopté, en tout cas pas à ma connaissance. Et honnêtement, au niveau philosophique, c'est très très intéressant, très très inspirant. Les points d'alerte qu'il met et les points de réflexion qu'il nous donne dans le livre sont véritablement très stimulants au niveau intellectuel. Donc un essai que je te recommande extrêmement chaudement. Quand je dis que je ressens une douleur, le fait de le dire ne crée pas cette douleur. Et si je cesse d'en parler, cela ne la fait pas disparaître. De même, quand je dis que j'ai vu un astéroïde, cela ne le crée pas. L'astéroïde existe, que les gens parlent de lui ou non. Mais quand un grand nombre de personnes se racontent des histoires de lois, de dieux ou de monnaies, c'est le fait de les raconter qui crée ces lois, ces dieux et ces monnaies. Si les gens cessent d'en parler, tout cela disparaît. Les entités intersubjectives n'existent que dans l'échange d'informations. Le livre suivant est un essai également, et c'est un essai de quelqu'un que je connais depuis longtemps, que j'aime beaucoup et que j'ai interviewé. Encore une fois, vous aurez le lien en description de cette vidéo. Il s'agit de David Duquesne et qui nous livre ici un livre qui s'appelle « Ne fais pas ton français ». Et en fait, c'est un livre qui raconte la jeunesse dans le Pas-de-Calais, qui raconte la jeunesse de David Duquesne, une jeunesse entre banlieue et France, entre famille immigrée et famille française, une enfance en France, dans une France qui change. Il va nous montrer pourquoi ce changement, il va nous montrer quels étaient déjà dans les années 60, 70 et 80 et même 90, les changements qui sont intervenus, pourquoi ils sont intervenus, qu'est-ce qui l'a alerté et qu'est-ce qui finalement fait qu'aujourd'hui, on en est à ce point de rupture dans notre société avec les banlieues, avec l'immigration issue du Maghreb et finalement avec les musulmans. Et c'est peut-être pas ce que vous croyez finalement, c'est pour ça qu'il faut lire ce livre, parce que c'est un livre à contre-courant, c'est un livre qui a bénéficié de peu de soutien médiatique, parce que c'est un livre en fait qui va, je trouve, critiquer et peut-être même détruire frontalement l'idéologie victimaire actuelle qui nous présente les immigrés comme des pauvres victimes du méchant Occident et de la méchante France raciste. C'est tout autre chose qui nous est ici conté par David Duquesne, qui est lui-même un enfant d'immigrés, en tout cas c'est un métis, et qui a vécu dans une famille immigrée et qui nous livre son témoignage, et un témoignage véritablement à contre-courant. Encore une fois, allez voir son interview et achetez son livre, vous ne le regretterez pas, un livre très intéressant. Le livre suivant est un livre, encore une fois, d'une amie. Il s'agit de Louise Eliafi, qui avait déjà écrit un livre que j'avais chroniqué sur la chaîne. J'ai également déjà fait des interviews avec cette auteure très intéressante, qui nous livre cette année une islamiste. La femme est une islamiste comme les autres. Très très souvent, on va critiquer les djihadistes, ceux qui partent en guerre contre l'Occident, les hommes qui font beaucoup de bruit, qui sont parfois violents, qui sont parfois criminels. Et souvent, on laisse l'analyse des femmes, l'analyse de l'islamisme des femmes, on laisse comme ça, sans en parler, ou bien on va expliquer, expliquer, oui, de manière sentencieuse, que les femmes sont toujours victimes de l'islamisme, que finalement elles ne sont pas actrices de l'islamisme qui se déploie en Occident.
et que finalement, eh bien, elles sont simplement les victimes de leur mari, de leur frère, de leur père, etc. Et dans ce livre-là, dans cet essai-là, eh bien finalement, Louise El Yafi nous montre que non, les femmes sont parfois actrices et parfois des actrices beaucoup plus radicales que les hommes, et même très souvent des actrices beaucoup plus radicales que les hommes dans l'islamisme, et qu'elles sont capables, elles aussi, d'énormément de violence, d'énormément d'endoctrinement, et que tout cela, en fait, eh bien, est établi par des faits qui ont été collectés, qui nous sont relatés par Louise El Yafi dans son essai. Un essai très intéressant, encore une fois, il nous parle de quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Je crois que dans un des livres que je vais vous présenter après, qui est le livre de Florence Bergeaud-Blaclair, le frérisme, ses réseaux, l'enquête, elle en parle un petit peu. Mais là, Louise El Yafi va beaucoup plus loin, et c'est un livre que je te conseille, qui va te montrer que finalement les femmes en islam et dans l'islamisme, eh bien, sont loin d'être les victimes qu'on pense souvent, trop souvent. Donc le livre suivant, je le disais, c'est le livre de Florence Bergeaud-Blaclair. C'est un livre d'une docteure en anthropologie et qui nous sort ce livre, un essai, le frérisme, ses réseaux, l'enquête. Et là, elle va nous parler du frérisme, de ce que c'est, elle va le définir, et elle va nous montrer eh bien, comment ce frérisme se déploie en Europe, se déploie dans nos universités, dans nos écoles, dans les lieux de pouvoir tels que, bien évidemment, le pouvoir politique, mais également eh bien, dans les lieux de la recherche, les lieux de pouvoir de la recherche, et comment eh bien, finalement le frérisme est en train de transformer la société occidentale, comment le frérisme est en train de dominer la société occidentale, parce que finalement l'Occident eh bien, décide d'ignorer ce qu'est le frérisme, décide de ne pas faire son travail là-dessus parce que ce serait raciste, ce serait islamophobe. Et là, dans ce livre, eh bien, finalement, Florence Bergeaud-Blaclair nous donne des outils conceptuels très importants et très intéressants pour pouvoir penser le frérisme, pour pouvoir penser finalement eh bien, cet islamisme conquérant en France. Et elle nous rappelle qu'il faut toujours faire la différence entre les musulmans et les islamistes, entre les musulmans et les fréristes, entre ceux qui sont conscients de ce qu'ils font et ceux qui finalement suivent des idéologies sans le savoir. Il ne faut pas confondre les uns et les autres et il ne faut pas penser que tous les musulmans, évidemment, eh bien, sont un problème pour notre pays. L'islamisme et l'énorme réseau des gens qui diffusent cet islamisme dans nos pays, en Occident, mais en France et en Europe plus particulièrement, eh bien, sont un problème. Et il ne faut pas se cacher ce problème et il faut aller à une critique vraiment massive. Et c'est ce que fait Florence Bergeaud-Blaclair. Mais il ne faut, encore une fois, pas confondre tout le monde. Donc, un livre pareil, dont je t'ai fait une critique, je te mettrai le lien en description. Et j'ai également interviewé l'auteur, donc Florence Bergeaud-Blaclair, je vais y arriver. Je l'ai interviewé, cette interview a été très intéressante. Je te mets le lien en description et vraiment il faut que tu lises ce livre. C'est un livre qui, personnellement, a changé quelques éléments de ma vision du déploiement de l'islamisme en France et c'est une bonne chose, je trouve. Le livre suivant est un livre qui n'a rien à voir avec tout ça, qui est un livre de Jordan Peterson, qui est un psychanalyste connu et reconnu, qui est un professeur dans une grande université du Canada. Et il s'agit de Jordan Peterson et de son livre 12 règles pour une vie. Alors 12 règles pour une vie, ça fait très développement personnel et pourtant, vous le savez, sur la chaîne, j'ai souvent critiqué le développement personnel, notamment en vous parlant des ouvrages de Julia de Finesse, développement impersonnel notamment, que j'avais présenté sur la chaîne. Donc ce livre-là de Jordan Peterson, malgré son titre commercial, d'ailleurs il nous le dit dès le début du livre, mais malgré ce titre-là, qui finalement a une explication, c'est pas que du marketing, il y a une véritable explication sur le titre du livre, comme ça décliné en 12 règles. Je vous laisse lire le livre, vous comprendrez. Je vous ai déjà fait beaucoup de vidéos sur toutes les règles du livre. Je crois que je me suis arrêté pour l'instant à la règle numéro 8. Vous aurez tous les liens en description. Mais en tout cas, c'est un livre vraiment, un livre philosophique, mine de rien. Donc c'est vraiment un livre intéressant et qui prétend en fait nous apporter des règles de vie pour les gens qui sont un petit peu perdus, égarés, que ce soit égarés à cause d'un accident dans leur vie, que ce soit égarés depuis le début de leur vie parce qu'ils ne voient pas de sens à la vie, ils ne comprennent pas eh bien, comment devenir meilleurs, ils ne comprennent pas ce qui fait que eux ils échouent, que eux sont en échec et que finalement d'autres réussissent. Ça questionne les notions telles que la réussite en fait. C'est quoi réussir ?
Et vraiment, c'est un livre à portée philosophique, je le répète, et c'est pour ça, je pense que ce livre m'a plu. Et c'est un livre que je vous conseille, un livre qui est très bien écrit, un livre qui a de multiples références, un livre qui finalement n'est pas comme justement les livres de développement personnel avec finalement des concepts obscurs, des concepts positivistes, des concepts creux, des concepts qui ne seraient pas ancrés dans la réalité, des concepts abstraits. C'est ce qu'on a souvent finalement en développement personnel. Là, au contraire, eh bien, Jordan Peterson donne beaucoup d'exemples concrets, eh bien, des expériences de pensée qu'il formule avec nous. Et puis, il nous livre également des conclusions de certaines analyses ou bien de sa vie personnelle ou bien d'études plus sérieuses et plus amples. Donc voilà, un livre vraiment intéressant. Encore une fois, je t'ai fait plusieurs vidéos sur toutes les règles. Il y aura une vidéo à la fin qui présentera le livre complet. Quand elle sera faite, je vous mettrai les liens en description ici également. Mais en attendant, c'est un livre qu'il faut que tu ailles lire parce que c'est un livre véritablement intéressant et honnêtement, il a changé mon point de vue sur beaucoup de choses. Il l'a conforté sur d'autres. Il m'a fait réfléchir sur d'autres points sur lesquels je n'avais jamais réfléchi. Et vraiment, c'est un livre très enrichissant au niveau de la pensée. Je te le conseille vivement. Les parents qui refusent la responsabilité de discipliner leurs enfants pensent qu'ils peuvent tout simplement refuser de participer aux conflits nécessaires à une éducation convenable. Ils évitent à court terme de passer pour des méchants. Mais, de cette manière, ils ne sauvent ni ne protègent leurs enfants de la peur et de la souffrance. Au contraire, la société, insensible et toujours prompte à la critique, leur infligera un traitement nettement plus douloureux qu'un parent qui leur a ouvert les yeux. Vous pouvez soit discipliner vos enfants, soit laisser cette responsabilité au monde sans pitié dans lequel nous vivons. Il ne faudra alors jamais confondre cette dernière possibilité avec de l'amour. Le livre suivant qui m'a marqué, là c'est un roman, et là il m'a vraiment marqué ce roman, c'est le livre du Goncourt 2024, c'est Houri de Kamel Daoud. C'est un livre en fait qui nous raconte l'histoire d'une personne qui a vécu la décennie noire en Algérie. Alors pour rappel, la décennie noire en Algérie, eh bien, c'est cette guerre civile qu'il y a eu entre les années 90 et les années 2000 en Algérie, entre le pouvoir militaire et les islamistes. Ils se sont disputés le pouvoir et finalement il y a eu une guerre civile et ils ont pris au milieu eh bien, les civils qui étaient là et qui étaient ou bien les otages des islamistes ou bien les victimes égorgées par les islamistes ou bien parfois torturées par les militaires. Et en fait, c'est de cette guerre-là que va nous parler Kamel Daoud dans ce roman en nous relatant l'histoire finalement de Aube, qui est l'héroïne du livre et qui est enceinte et on a accès aux délibérations internes de Aube parce que finalement, eh bien, elle parle avec son fœtus, avec l'enfant qu'elle a dans le ventre, et elle lui explique eh bien, ce qu'elle a vécu pendant la décennie noire, et elle lui explique également eh bien, ce que c'est que de vivre en Algérie, et comment finalement l'Algérie eh bien, vit cette mémoire traumatique de cette décennie noire. Encore une fois, je t'ai fait un lien, je t'ai fait une vidéo, et il y aura le lien en description, je t'ai fait une vidéo de ce livre, un livre marquant, un livre percutant, un livre qui vraiment m'a retourné le cœur, mais un livre très intéressant qu'il faut impérativement lire. C'est magnifique, c'est bien écrit. Comme à chaque fois avec les romans de Kamel Daoud, je t'en ai chroniqué plusieurs sur la chaîne, ce sont des romans dans lesquels, c'est pas des romans linéaires, donc on a un petit peu du mal à rentrer dedans, mais une fois qu'on est bien rentré dans l'univers de Kamel Daoud et qu'on a compris la mécanique du roman, eh bien là, on a du mal à en sortir parce que c'est vraiment un roman poignant, un roman très fort, un roman très émouvant, très émotif, qui remue véritablement les tripes. Mais c'est un roman, je crois, nécessaire et c'est un roman qu'il faut impérativement lire en 2024 et même après. Quand c'est arrivé, j'ai fermé les yeux. La mort, ce sont 1000 personnes qui chuchotent, font chut, un doigt sur les lèvres, avancent en récitant quelque chose de mystérieux, puis examinent l'obscurité de la chambre où 2 fillettes s'enroulent dans un tigre dessiné sur une couverture chaude. L'une est âgée de 8 ans, grande et maigre, et son rire la protège des morsures des chiens, des piqûres de guêpes, du froid, des coups de sa mère et des épines. La seconde a 5 ans. Elle a sa sœur aînée pour mère, pour père et pour sœur. Elles se taisent pour entendre la terre remuée par des bottes. Écoute, toi aussi. Cette histoire ne possède pas de langue dehors, pas de drapeau ni de date fixe, puisqu'on peut la revivre à n'importe quel moment.
Elle n'aligne pas de vétéran vaniteux, pas de photo. Elle ne montre qu'un trou et une cicatrice au cou, un sourire. On a entendu des pas, puis des conversations brèves, puis des pas. Ils se rapprochaient. Quand ils ont atteint notre lit, au sol, j'ai senti de lourdes chaussures sales sur ma couverture et une odeur que celle des peaux de mouton qu'on laisse pourrir au soleil pour les faire sécher. J'ai fermé encore plus les yeux, car parfois ça se passe ainsi. Si l'on mure ses paupières, les choses dangereuses disparaissent. On se réveille au matin sans plus un souvenir. Un unique chien oublié des tueurs aboya et il continua toute la nuit comme une bête en fuite. Pourquoi est-ce que je crois que ces hommes sont des chevaux encore aujourd'hui? Des chevaux s'envolent, et je vois un soleil irréel dans une main, une lampe, et une robe de femme, une jupe avec une ceinture et des cartouches de fusil. On me tracta brusquement par les pieds alors que je n'avais pas fini d'imaginer des explications. Puis on me tira les cheveux d'une main et ma tête, où je me réfugiais, se renversa sur le sol, hors du lit. Quelqu'un se pencha et je sentis son souffle sur mon front, avec une odeur de carcasse. Il murmure à l'oreille d'un autre complice qu'il faut agir vite, mais ça allait durer 21 ans. Quand on se fait égorger, on n'y croit pas, car ça ne fait pas mal. Mais on a l'impression qu'on a agrandi la porte sur l'hiver et que le ventre prend froid. J'ouvre la bouche en grand. Je distingue un bruit de petit os qui se brise, ou une branche, ou un stylo cassé. C'est mon larynx, je crois. Je veux crier. Mais je bois sans cesse quelque chose de chaud et de généreux, mon propre sang. Soudain je comprends, je ne possède plus de voix. Je panique. Mes jambes remuent comme celles d'une noyée et j'espère agripper la main qui me tire les cheveux, mais le ruisseau m'inonde. Je vois le petit cours d'eau de Hatchakala, je vois un poulet mort, je vois la main de ma sœur écrasée sous une chaussure. Une onde glissante et glaciale déborde de ma gorge vers mon ventre. J'ouvre les yeux. Dans l'obscurité piétinée, ma sœur prononce un mot qui ressemble à un pleur, et j'imagine qu'elle a supplié ou gémi. L'homme juché au-dessus de moi appuie un genou sur mon ventre. Il grotte contre son couteau ou le manque de temps. Alors, surpris, il se tourne vers elle. Je vois ses dents pourries dans sa barbe étincelante de bave et les éclats de la lampe de son acolyte. Il n'a pas achevé son travail. Il articule « Au nom de Dieu » et fait pivoter ma tête vers l'est où le soleil se cache encore. Il se montre furieux. Sa main tire sur mes cheveux au moment où j'essaie de ne rien dire pour ne pas le mettre davantage en colère, lui et son couteau. Ma sœur le fixe avec de grands yeux qui l'invitent à je ne sais quoi, et elle semble converser avec lui, dans ce silence halluciné depuis des heures. Il s'étonne peut-être, car il desserre son étreinte. Les chiens arrivent dans ma poitrine. Je me noie avec toute l'eau chaude de mon sang qui veut refluer dans mon corps. Cette accalmie nous laisse croire que tout est infondé, qu'il ne se passe rien et que fermer très fort les yeux fera venir le matin en le tirant par ses cheveux dorés. Distinctement, j'entends ma sœur appeler l'homme. Il me lâche. Il se tourne vers elle, puis je perçois une lutte, comme s'il se disputait la couverture au tigre. Il n'y a nulle part où aller. Alors que les deux hommes se houspillent, ma sœur prononce quelque chose qui se perd dans la fuite d'eau de sa gorge. Je ferme les yeux et j'ai l'idée la plus folle, la plus idiote. Je me mets à compter dans le gargouillement. Je croise le regard intense de ma sœur et je ferme encore les yeux comme si je devais creuser un trou en moi-même. Une fosse, une porte dérobée à tous. J'ai pissé. Je sens une eau gelée arriver entre mes cuisses et me mordre. Je sens la gêne et j'estime avoir commis une faute. Je pense à ma mère et à ses complaintes. Dehors, un chant s'élève et cette fois, il veut autre chose que sa part de terre. Ma mère chante, se tait, reprend le chant, se tait, reprend. Sa voix me paraît tellement belle que je veux la rejoindre avec ma gorge ouverte. Peut-être que mon père va surgir si j'ouvre les yeux et que les hommes se contenteront de nous voler nos biens. L'un d'eux murmure un nom étouffé. Je fais la morte. Encore un peu et je suis morte. Dans la lumière de sa lampe, j'entrevois le tueur. Il se retourne vers ma sœur et lui sectionne la gorge d'un seul mouvement soigné. Elle semble éclater d'un rire que sa main ne pouvait plus contenir et elle me répète une information que je ne peux pas comprendre. Des cris toujours plus intenses s'élèvent.
le chant si beau comme des retrouvailles anciennes, et l'odeur du feu me parviennent dans le désordre de mes sens. Lui, l'égorgeur, il s'attelle à bien mener l'offrande vers Dieu. Il peine un peu. Ma sœur est plus âgée et se débat avec plus de force. Je le sens, la couverture qui glisse vers elle. Je suis gelé comme une eau enterrée quelque part entre deux villages en hiver. Je sais que si j'ouvre les yeux, l'égorgeur va voir que je suis encore vivante, que sa lame ne m'a pas traversée entièrement. Je pense aux fêtes lointaines. Et ma mère chante au loin, s'interrompt, puis reprend dans la nuit une vieille complainte. La couverture au tigre va puer l'urine. Tout cela va finir. Le hameau en bas ne prononce pas un mot, et ses habitants remontent comme des fourmis dans mes jambes. Quand on est égorgé, on attend, puis on tombe dans le sommeil, je crois. Je ne me souviens pas de toutes les sensations, mais à un moment, je n'ai plus de mains, et mes pieds bougent sur des marches inexistantes. Je trébuche couché sur des escaliers que je n'ai vus qu'au village. 33, 34, 35. Si j'ouvre les yeux, il va revenir vers moi. Et si je les garde fermés, ma sœur lui répète quelque chose. Sa voix étouffe dans l'eau inexplicable. Ma mère cesse de chanter. Voilà ce qui arriva et n'arriva jamais, nulle part. Ce n'est pas écrit, sinon avec quelques tatouages et des cicatrices. Il n'y a pas d'histoire pour ce genre d'histoire. On ne compte pas de livres, ni de vétérans, ni de monuments comme pour la guerre d'indépendance de l'Algérie. Et le dernier livre qui m'a vraiment plu cette année, que j'ai beaucoup aimé, c'est le livre de Mickaëlle Paty, qui est la sœur de Samuel Paty, le professeur qui a été assassiné par un criminel, par un terroriste islamiste. Et en fait, dans ce livre, dans cet essai que Mickaëlle Paty nous livre, ça s'appelle Le cours de Monsieur Paty, eh bien, elle nous relate en fait ce qu'il s'est passé. Elle nous relate les faits et elle nous montre par ce travail qu'elle fait, eh bien, elle nous montre les lâchetés des uns. Elle nous montre ceux qui finalement étaient des collègues de Samuel Paty et l'ont accusé de racisme, alors qu'il n'avait absolument aucune preuve. Elle nous montre également les mensonges des élèves qui ont menti sur ce qu'a fait Samuel Paty. Elle nous montre comment une communauté de musulmans sur Internet s'est montée la tête à partir de mensonges en plus. Et se sont montés la tête parce que ils se sentent persécutés tout le temps. Et en fait, quand on se sent persécuté, qu'on devient paranoïaque, finalement, on devient le persécuteur. Et c'est ce qui arrive, je crois, à la communauté musulmane beaucoup en France. Et là, ça nous est montré d'une manière extrêmement factuelle par le travail de Mickaëlle Paty. J'ai l'habitude de dire que il y a des hommes et des intellectuels courageux en France. On a Kamel Daoud, on a beaucoup de gens finalement on a Jean-Paul Brigelli dont j'ai parlé, on a des hommes véritablement courageux, mais on a vraiment l'impression quand même qu'il y a beaucoup plus de femmes qui ont le courage de ne pas baisser les yeux devant l'islamisme. À chaque fois qu'il y a un attentat islamiste, on a le droit aux mêmes bêtises, aux mêmes marches blanches, même si c'est extrêmement digne et que j'ai beaucoup de respect pour ceux qui, voilà, dans leur chair ont subi ces crimes-là. À un moment, les marches blanches, les vous n'aurez pas ma haine, ça suffit. Il faut des actes, il faut des actions. Et c'est ce dont, en fait, nous parle Mickaëlle Paty dans son livre, Le cours de Monsieur Paty. Elle nous parle également du lien qu'elle avait avec son frère, comment elle a enterré son frère. C'est vraiment un livre qui soulève le cœur. C'est un livre qui met en colère parce que, eh bien, on se rend compte que, aussi bien au niveau de la lâcheté des collègues de Samuel Paty, de la lâcheté de l'administration, en l'occurrence l'éducation nationale à laquelle appartenait Samuel Paty, eh bien, on aurait pu, en fait, sauver Samuel Paty. Il n'était pas, comment dire, il y a des fois des accidents où on a l'impression qu'on n'y pouvait rien, en fait. Ça s'est passé comme ça, et finalement, on n'aurait rien pu faire. Là, en fait, on avait tous les outils, on avait toutes les armes, on avait tout ce qu'il fallait, en fait, pour protéger Samuel Paty, et on ne s'en est pas servi. Au contraire, beaucoup ont accusé Samuel Paty. Et en fait, tout ça nous est raconté dans ce livre de Mickaëlle Paty. Et si vous voulez véritablement savoir en détail ce qu'il s'est passé pour Samuel Paty et comprendre pourquoi il lui est arrivé ce qui lui est arrivé et comprendre que finalement, c'est pas simplement un fou qui lui a sauté dessus, mais que c'est finalement en fait un enchaînement de lâcheté, de criminalité, de paranoïa islamique, de paranoïa à l'islamophobie,
qui ont tué Samuel Paty. Si vous voulez comprendre cet enchaînement causal qui a mené à la mort de Samuel Paty, il faut impérativement lire ce livre. Mais pas seulement, ce livre fait également de la prospective, nous explique ce qu'il faudrait faire à l'avenir pour que ça n'arrive plus. Ce qu'il faudrait faire et qu'on n'a toujours pas fait des années après la mort de Samuel Paty. Le courage qu'il faut qu'on ait, le courage qu'il faut qu'on ait pour regarder le réel et pour dire ce que nos yeux voient et le dire sans euphémiser, sans dire que ces choses n'existent pas ou sans dire que ceux qui disent que le réel existe, eh bien finalement c'est des gens d'extrême droite ou des racistes. Non, il faut simplement regarder le réel tel qu'il est, sans trop de dogmatisme et avec beaucoup de courage. Et c'est ce à quoi, selon moi, nous incite ce livre de Michaëlle Paty, une femme extrêmement courageuse que j'admire parce qu'elle fait vraiment des choses extrêmement puissantes et intelligentes avec sa peine, avec sa colère, et je trouve ça extrêmement respectable. Donc voilà les livres qui, cette année, m'ont marqué. On arrive à la fin de cette liste. Donc ce sont des ouvrages, tu l'as compris, où j'ai fait des présentations en fait plus complètes. Donc tu auras tous les liens en description. Ce sont des ouvrages qui véritablement sont, selon moi, les meilleurs livres de l'année 2024 et qu'il faut que tu te procures si jamais eh bien, tu veux changer d'avis sur certains sujets, être happé par certains autres, si tu veux découvrir des choses, si tu veux alimenter ta pensée pour une réflexion plus poussée sur les sujets desquels traitent les ouvrages que je t'ai présentés, eh bien, il faut impérativement que tu commandes ces livres-là. Voilà, merci de m'avoir écouté. Encore une fois, merci à tous ceux qui financent sur le Tipeee. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient financé sur le Tipeee. À tous ceux qui financent sur le Litchi également. À tous ceux qui s'abonnent également à la chaîne, puisque pour 1,99 €, vous pouvez me soutenir directement via YouTube. J'ai vu que vous étiez de plus en plus à le faire. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut.